Être coincé sur des carrés à cause d'un énième chantier ou entendre ce fameux Todd qui nous dit qu'on vient encore de frapper un nid de poule. C'est une expérience très, très montréalaise, ça. Absolument. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que la technologie qui fait la renommée de Montréal, l'intelligence artificielle, pourrait enfin commencer à régler ces problèmes du quotidien? C'est exactement le sujet. Aujourd'hui, on se penche justement sur cette transformation. Comment Montréal passe de capitale de la recherche en IA à une ville qui est en fait gérée par l'IA? On va voir le côté concret. Oui, comment cette technologie, qui est souvent invisible, change la gestion de la ville. Et pour cette analyse, on s'appuie sur un dossier très complet, Montréal 2.0, l'IA descend dans la rue, de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Et notre mission, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà de la science-fiction. On ne parle pas de voitures volantes, mais d'applications très utilitaires. D'accord. D'abord, on va voir comment l'IA change les services municipaux. Puis, et c'est ça qui est surprenant, son impact sur la valeur immobilière. Parfait. Alors on commence par le plus gros cliché montréalais, après le cône orange. Le nid de poule. Évidemment. J'imagine que l'IA va pas arriver avec une pelle pour le reboucher elle-même. Pas encore, non. Mais elle fait presque mieux. En fait, la ville a déployé une solution qui est fascinante. Ah oui? Faut imaginer des véhicules municipaux qui parcourent déjà les rues pour d'autres raisons et qui sont maintenant équipés de caméras. Des caméras haute définition, j'imagine? Exactement. Surtout dans des arrondissements comme Saint-Laurent ou au centre-ville. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Elle analyse les images de la route. Oui, mais elle ne cherche pas le nid de poule déjà formé. L'algorithme a été entraîné pour détecter les signes avant-coureurs. Les micro-fissures, ce genre de choses? C'est ça. Les petites craquelures. On passe d'un modèle où on attendait les appels au 311, donc un modèle réactif, Mhm. à un modèle prédictif. Voilà. L'IA crée une carte des réparations à faire et elle optimise les tournées des équipes. On colmate la brèche avant qu'elle ne devienne un cratère. C'est un changement de philosophie complet, du curatif au préventif. Mais est-ce que ça a un impact mesurable, au-delà du confort de nos suspensions? L'impact est avant tout budgétaire. Et il est majeur. Le chiffre clé qui ressort, c'est que cette approche peut réduire les coûts des réparations d'urgence de 20 à 30%. 20 à 30%. C'est énorme. Oui, ce sont des millions de dollars qui, au lieu d'être dépensés en panique, peuvent être réalloués dans les parcs, les bibliothèques. D'accord. Donc les routes sont en meilleur état, mais ça ne règle pas le problème si on reste pris dans le trafic. Comment l'IA s'attaque à la fluidité? Alors là, on parle du Centre de gestion de la mobilité urbaine, le CGMU. Avant, on avait un opérateur qui regardait des écrans et qui essayait d'ajuster manuellement. Une tâche presque impossible. Absolument. Aujourd'hui, des algorithmes analysent les flux de circulation en temps réel. Ils voient une vague de voitures arriver sur Sherbrooke, par exemple. Et il synchronise les feux. Exactement. Ils créent une séquence de feux verts sur plusieurs kilomètres pour laisser passer ce flux. C'est la fameuse vague verte qu'on rêve tous d'attraper, mais gérée par une machine. C'est ça. Et ce n'est que le début. Les sources parlent de projets pilotes qui vont encore plus loin. C'est-à-dire? La priorisation automatique. Imaginez un autobus de la STM qui est en retard. L'IA le détecte, communique avec les feux de circulation, et hop, elle lui donne la priorité. Et ça marcherait aussi pour les véhicules d'urgence? Même chose pour une ambulance ou un camion de pompiers. On parle plus seulement de fluidité, mais d'efficacité des services d'urgence et du transport en commun. C'est un gain de temps qui peut sauver des vies. C'est fascinant. Et pendant qu'on optimise ce qui se passe sur les rues, il y a aussi des choses qui se passent en dessous. Les sources parlent beaucoup de la gestion de l'eau. Oui, et ça c'est peut-être la transformation la plus spectaculaire, même si elle est invisible. Faut savoir une chose. Quoi donc? Montréal, avec son réseau d'aqueducs vieillissant, perdait historiquement près de 30% de son eau potable. 30%. C'est comme si un tiers de l'eau traitée disparaissait dans la nature avant d'arriver au robinet. La perte est Colossal. colossale. Oui, écologiquement et financièrement. Alors l'approche, elle est brillante. On installe des sondes acoustiques dans le réseau, Des sortes de micros. des micros ultra-sensibles. Oui. Et une IA a été entraînée pendant des mois à écouter le bruit de l'eau qui circule. Elle a appris à faire la différence entre le son normal, Et le son d'une fuite? précisément, le sifflement très particulier, souvent inaudible pour nous, d'une fuite souterraine, même minuscule. C'est un peu comme un médecin qui utilise un stéthoscope pour détecter un problème au cœur. L'analogie est parfaite. Ça permet de cibler les interventions avec une précision chirurgicale. On n'a plus besoin de creuser une rue entière au hasard. Et les économies, on peut les chiffrer? On parle de dizaines de millions de dollars. Et surtout, on préserve une ressource qui est de plus en plus précieuse. Impressionnant. Et même nos communications avec la ville, comme le 311, sont touchées. Oui, l'application Montréal Service aux citoyens.
Avant, quand on envoyait une photo, un graffiti, un trottoir mal déneigé, Un employé devait tout traiter manuellement. oui, lire la requête, comprendre, trouver le bon service dans le bon arrondissement, transférer, ça pouvait prendre des heures. Et maintenant? Maintenant, une IA fait une analyse du texte et de l'image. En quelques secondes, elle comprend que c'est un problème de déneigement, elle géolocalise la photo et elle envoie la tâche directement au bon contremaître. Le délai passe de plusieurs heures à quelques minutes. C'est ça, le gain d'efficacité. D'accord, je comprends. La ville fonctionne mieux, elle est plus réactive, elle économise de l'argent. Hmm. Mais quel est le lien avec l'immobilier? En quoi ça change la donne pour quelqu'un qui est propriétaire ou qui cherche à acheter? C'est là que ça devient très concret pour le portefeuille. Le vieil adage en immobilier, localisation, 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 Oui, il est en train d'évoluer. On doit maintenant y ajouter accessibilité et fluidité. d'accord. Les données montrent que les quartiers où on réduit les temps de trajet de 15 à 20% grâce au feu intelligent par exemple, voient leur attractivité augmenter. Et ça se traduit en dollars? On a des chiffres là-dessus? Oui, et la corrélation est assez frappante. Une réduction de seulement 10 minutes du temps de navettage quotidien peut correspondre à une hausse de 2 à 5% de la valeur résidentielle. 2 à 5%. C'est énorme. Attends, ça veut dire qu'un quartier, je sais pas, comme la Chine ou dans l'Est, qui ont toujours été pénalisés par l'accès au centre, hein, Précisément. pourraient voir leur valeur grimper juste parce que des algorithmes gèrent mieux les feux de circulation. Exactement. L'IA est en train de redessiner la carte de l'attractivité immobilière de Montréal. Un trajet moins long, moins stressant, c'est une plus-value directe. Et au-delà de la fluidité, il y a cet autre cauchemar du développement immobilier, la lenteur administrative pour les permis de construire. C'est un goulot d'étranglement majeur, et les sources le soulignent bien. L'IA commence à s'y attaquer. Comment? Dans Ville-Marie, par exemple, on teste des solutions où un algorithme préanalyse les plans d'architecte. Avant même qu'un fonctionnaire voie le dossier, l'IA vérifie la conformité avec le zonage, le code du bâtiment. Elle attrape les erreurs de base en amont et ça accélère tout. Voilà. Pour un promoteur, réduire un délai d'obtention de permis de 18 mois à, disons, 6 mois, c'est une réduction drastique des coûts de financement. Ça rend des projets viables. Et au final, ça peut stimuler l'offre de nouveaux logements. Ce qui est un enjeu majeur, on est bien d'accord. Et en poussant la logique encore plus loin, les sources parlent d'un concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Le jumeau numérique de Montréal. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est une excellente analogie, le jeu vidéo ultra réaliste. C'est une réplique virtuelle de la ville en 3D, parfaite, qui est constamment alimentée par des données réelles. Le trafic, la météo, tout ça, hein? Tout ça, c'est un outil de simulation incroyablement puissant. Donnez-moi un exemple concret. Je suis un promoteur. Comment je l'utilise? Ok, vous voulez construire une nouvelle tour à condo. Vous l'insérez dans ce jumeau numérique. Et en quelques clics, vous simulez son impact sur l'ensoleillement des voisins, heure par heure, à n'importe quelle saison. Waouh! Vous simulez comment elle modifie les corridors de vent ou l'impact sur le trafic local. Ça permet de concevoir des projets bien mieux intégrés et surtout de le prouver. Ça doit aider à désamorcer le fameux phénomène du « pas dans ma cour ». C'est exactement l'objectif. En anticipant les impacts négatifs virtuellement, on favorise l'acceptabilité sociale. Et au final, on a un parc immobilier de meilleure qualité, ce qui fait augmenter la valeur de tout le quartier. D'accord. Et il y a un dernier impact, peut-être le plus direct pour les propriétaires IMO, les taxes foncières. Quel est le lien? C'est une équation budgétaire assez simple en fait. Les bris d'infrastructure, un aqueduc majeur qui lâche, ça coûte une fortune en réparation d'urgence. Des dépenses imprévues? Exactement. En passant à un modèle préventif grâce à l'IA, la ville réduit drastiquement ses dépenses catastrophiques. Une ville qui gère mieux ses dépenses a moins de pression pour augmenter les taxes foncières année après année. C'est donc un outil de stabilisation fiscale, en quelque sorte. C'est un bon résumé. Tout ça est impressionnant, mais ça doit coûter une fortune à mettre en place. D'où vient l'argent? Qui paye la facture? La structure de financement est complexe. Ça ne vient pas d'une seule ligne dans le budget. Ça vient de plusieurs paliers. D'accord. Le coup d'envoi, ça a été la victoire de Montréal au défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada. C'est à un prix de 50 millions de dollars. 50 millions, c'est un bon début. Et la ville, elle met combien? Dans son programme sur 10 ans, le PDI, il y a une enveloppe d'environ 685 millions pour les TI. Les sources estiment qu'à l'intérieur de ça, entre 100 et 130 millions sont directement liés à l'IA et aux données. Et on a aussi des projets spécifiques, comme l'aqueduc intelligent. Oui, qui a son propre budget de plus de 30 millions. Ça reste beaucoup d'argent public. Oui, mais il y a une particularité à Montréal qui allège la facture. La ville profite de son écosystème. La présence de Scalé AI, du Mila, Les partenariats publics-privés.
Exactement. Montréal devient un laboratoire vivant. Des entreprises, des universités testent leur technologie en conditions réelles. Et la ville en bénéficie à moindre coût. C'est un avantage énorme. D'accord, le financement est là, la technologie aussi, mais est-ce que tout est rose? Cette adoption massive de technologie doit bien venir avec des défis, non? Absolument. Et les sources sont claires là-dessus. Ça doit être encadré notamment par des principes comme ceux de la Déclaration de Montréal pour une IA responsable. Il y a 3 grands défis à surveiller. Le premier, j'imagine, la vie privée. C'est le premier point de vigilance, oui. La multiplication des caméras, des capteurs, c'est une inquiétude légitime. La ville insiste sur le fait que les données sont anonymisées. Les visages floutés, ce genre de choses. Oui, visage et plaques d'immatriculation floutées automatiquement, mais ça demande une vigilance constante. Et le deuxième défi? C'est la fracture numérique. On ne peut pas penser que tout le monde est à l'aise avec une application mobile. On risque d'exclure les aînés, les personnes plus vulnérables. Donc il faut maintenir les alternatives humaines, comme le 311 par téléphone. C'est crucial, il faut s'assurer que personne n'est laissé pour compte. D'accord? Et le troisième point? S'assurer que ça bénéficie à tous les quartiers de la même manière. Il ne faut pas créer une ville à 2 vitesses, où le centre est super optimisé et les secteurs périphériques sont oubliés. Une distribution équitable de l'innovation. Voilà. Au final, si on résume, l'idée, c'est que Montréal ne fait plus seulement que créer de l'IA, elle apprend à être gérée par elle. On est loin des gadgets, on parle d'un vrai levier pour rendre la ville plus résiliente. C'est exactement ça. Les nids de poules n'ont pas disparu, mais la gestion devient plus chirurgicale. Et pour un citoyen ou un investisseur, il y a une leçon à en tirer. Laquelle? Surveiller les arrondissements qui adoptent cette technologie le plus vite. Les sources citent le plateau, Saint-Laurent, le centre-ville comme étant de tête. C'est un bon indicateur de croissance future. Parce qu'une ville mieux gérée est une ville où l'immobilier, à terme, prend de la valeur. Exactement. C'est une excellente conclusion. Et je laisse notre auditoire avec une pensée pour la route. On a vu comment l'IA optimise les services qui existent, mais la prochaine étape, ce sera de prédire les besoins futurs. Alors, quelle est la prochaine grande problématique urbaine? Les îlots de chaleur, la gestion des déchets, que l'IA pourrait nous aider à résoudre avant même qu'on la perçoive comme une crise?